Bonsoir. Bon, merci pour l'invitation. Hein. C'est la deuxième fois que je parle à CO Mixed Day. Donc, la première fois, j'avais parlé de phylogénomique. Aujourd'hui, je vais parler de chiens écrasés, en essayant de vous convaincre, d'essayer de vous convaincre, en tout cas, que quelque chose qui peut paraître assez insignifiant, autant aussi insignifiant que des bestioles écrasées au bord des routes, ben, en fait, ça peut servir à beaucoup de choses, et notamment à étudier la convergence évolutive. Donc la convergence évolutive, c'est quoi? C'est ce qui m'intéresse. Donc c'est l'évolution indépendante de morphologies similaires dans des groupes totalement non apparentés phylogénétiquement. Ça c'est pas bon. C'est bon. Ok. Donc je suis à l'heure. Donc un exemple classique, c'est les deux radiations complètement parallèles qui ont eu lieu entre les mammifères placentaires et les mammifères marsupiaux, qui ont eu lieu essentiellement en Australie, donc en milieu clos. Donc on a deux répétitions d'une radiation évolutive qui en fait vont aboutir à des morphotypes extrêmement similaires qui vont venir en fait occuper les différentes niches écologiques dans le milieu. Donc vous avez par exemple entre les deux des morphotypes de type top, donc adaptés au milieu souterrain, des morphotypes de type myrmécophage, donc des bestioles qui se nourrissent uniquement de fourmis et de termites, de type souris, etc., notamment des carnivores. Donc un exemple classique, c'est le loup, le thylacine, ou le loup marsupial, qui s'est éteint dans les années 30, mais qui avait exactement la niche donc qu'occupe le loup chez nous. Alors ça c'est à une large échelle évolutive. Vous voyez qu'on se place ici à une échelle macro-évolutive entre deux grands groupes de mammifères. Moi, je me suis intéressé à l'intérieur à l'une de ces deux radiations, en fait, donc celle des mammifères placentaires, auxquels on appartient. Donc, il y en a plus de 5000 espèces. Je vous présente juste un petit peu la diversité. En gros, la moitié, c'est des rongeurs. Donc, la moitié de ces espèces de mammifères placentaires sont des rongeurs. Une grosse proportion, un cinquième environ, sont les chauves-souris. Donc ces deux groupes sont extrêmement diversifiés. Ensuite, vous avez des groupes comme les insectivores, qu'on appelle donc les oligotifs, où vous retrouvez le hérisson, les primates, auxquels on appartient, les cétartiodactyles, les carnivores, et enfin, vous avez tout un ensemble d'autres ordres qui représentent seulement 5% de la diversité spécifique, mais vous voyez que en termes de disparité morphologique, en fait, ils occupent un grand espace, puisque vous avez des choses aussi différentes morphologiquement dans ce groupe que le dugong, l'éléphant, le pangolin par exemple, ou le paresseux. Donc cette radiation évolutive, il y a des gens qui se sont penchés sur essayer de comprendre un petit peu déjà les relations de parenté entre ces différents ordres. Donc ça a été l'objet de centaines d'années d'anatomie comparée, à la suite desquels les morphologistes ont réussi à définir donc les grands ordres pour la systématique des mammifères placentaires, et en essayant de comparer les caractères morphologiques, la façon dont on évoluait ces caractères, et les utiliser pour reconstruire des phylogénies, ils ont proposé des relations de parenté entre ces différents ordres qui sont bien identifiés. Et donc là, on est dans un cas où la révolution moléculaire a eu un énorme impact sur la compréhension qu'on avait de l'histoire de ce groupe, puisque au début des années 2000, lorsqu'on a commencé à pouvoir avoir accès à de l'information moléculaire en séquençant plusieurs gènes pour une grande diversité d'espèces, on a pu s'en servir pour reconstruire des phylogénies. Et l'image ici que vous avez de la phylogénie, c'est celle qui est obtenue par l'analyse des molécules, et vous voyez qu'elle est extrêmement différente, ne serait-ce qu'en comparant les couleurs, de l'image qu'on avait proposée par la morphologie. Donc maintenant, on reconnaît en fait 4 grands groupes de placentaires que vous avez ici, dont un seul en fait, qui est le regroupement, donc ce qu'on appelle l'hexénarde, qui regroupe les tatous, les fourmiliers et les paresseux, avait été en fait auparavant identifié par la morphologie. Tout le reste, les relations de parenté qui avaient été proposées entre ces différents ordres par la morphologie, a été complètement remis en cause par cette révolution moléculaire. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
ça veut dire que on comprend pas grand-chose à la façon dont évolue la morphologie, qu'elle évolue probablement beaucoup plus rapidement parfois que on ne le pensait auparavant. Et en fait, pourquoi? Parce que en fait, il y a beaucoup de convergences morphologiques qui apparaissent lors d'une radiation comme celle-ci. Et donc, on comprend bien que si on a beaucoup de convergences morphologiques, ça devient extrêmement compliqué d'utiliser ces caractères convergents pour pouvoir reconstruire la vraie histoire évolutive de ces espèces. Donc, concrètement, je vous illustre quelques cas concrets de convergence assez surprenants au sein de ces mammifères. Donc, vous avez là les 4 grands groupes qui sont symbolisés par ces grands cercles. Donc, un cas connu, et ça, on n'avait pas besoin de la morphologie, des molécules pour le voir, mais c'est l'évolution, donc le retour au milieu aquatique, il s'est fait au moins 3 fois indépendamment au sein des mammifères placentaires, avec les pinnipèdes, les cétacés et les dugongs. Donc, vous voyez que ça se fait 3 fois indépendamment. L'évolution également du morphotype de type top, donc des animaux qui occupent la niche souterraine et que vous voyez qui ont une morphologie extrêmement similaire. Alors là, je résiste pas. Donc ça se fait dans les 4 grands groupes indépendamment, y compris chez les tatous, avec ce tatou nain qui est entièrement souterrain. Et un des exemples les plus peut-être les plus emblématiques de cette révolution moléculaire et de l'ampleur de cette convergence, c'est que vous voyez par exemple la taupe qu'on a ici, donc qui est la taupe européenne, n'a rien à voir avec la taupe dorée, qui est en fait un même type de taupe, donc un animal qui a adopté la même écologie, mais en Afrique, et qui se retrouve en fait plus apparenté à l'éléphant, plus apparenté à l'éléphant qu'elle ne l'est de la taupe européenne. Donc vous voyez à quel point la convergence morphologique peut agir sur les organismes et nous tromper en fait sur les relations qu'on pourrait déduire de la simple morphologie. Même exemple ici, l'évolution de spicules, donc de piquants pour pouvoir se protéger des prédateurs, ça a apparu 3 fois indépendamment également. Et donc là aussi, vous avez un exemple extrêmement frappant entre les hérissons européens et ce hérisson-là, qui est en fait un hérisson de Madagascar, mais en fait qui n'a rien à voir avec un hérisson, puisque c'est un tenrec, qui là aussi est plus proche d'un éléphant qu'il ne l'est d'un hérisson européen. Donc c'est vraiment à s'y méprendre, vous voyez, dans ce cas-là également, comme dans le cas de la taupe. Et mon exemple favori, c'est celui des mammifères myrmécophages, donc des animaux qui mangent uniquement des fourmis et ou des termites. Donc certains sont spécialisés sur les termites et d'autres sur les fourmis, mais la plupart mangent un mélange des deux. Et ce trait de vie a évolué de façon indépendante chez les pangolins, les fourmiliers et l'Oryctérope, par exemple. Et donc c'est cet exemple-là que je me suis attaché à essayer de comprendre. Et donc, pourquoi? Parce que ça fournit un modèle en fait assez unique pour pouvoir comprendre la convergence morphologique et surtout les mécanismes qui sous-tendent cette convergence. Alors, pourquoi c'est un bon modèle? Parce que en fait, ça évolue au moins 5 fois indépendamment chez les placentaires, dans des lignées plus ou moins anciennes. Donc, vous avez des lignées qui mangent probablement des termites depuis extrêmement longtemps, donc, tels que l'Oryctérope, les fourmiliers ou les pangolins, qui sont complètement indépendantes, mais qui ont acquis des caractères morphologiques extrêmement similaires. Donc, par exemple, les pangolins et les fourmiliers ont perdu complètement les dents. Il n'y a plus aucune dent, ça a été remplacé par une langue contractile pour essayer pour attraper les insectes. Vous avez aussi des tatous qui sont extrêmement myrmécophages, comme le tatou géant, et c'est une évolution un petit peu plus récente. Et puis, quelque chose assez surprenant, qu'en général, personne ne connaît, c'est que vous avez cette espèce-là qui est qu'on appelle le crotel en français ou aardwolf en anglais, qui est en fait une hyène qui mange uniquement des termites. Et donc ça, c'est une évolution relativement récente puisque le crotel a divergé des autres hyènes il y a environ 10 millions d'années. Donc, il s'est mis probablement l'évolution de cette spécialisation vers les termites a probablement eu lieu sur la branche qui mène au crotel, et donc il y a au moins de 10 millions d'années. Et malgré ça, on a déjà des caractères morphologiques tels que la perte de dents. Donc, il n'y a plus, par exemple, les canines caractéristiques des autres carnivores. Ça a été déjà perdu. Le crâne est
élargi, et il a une langue qui est assez large avec des spicules qui lui permettent en fait de lécher les termites sur le sol. Donc ça, c'est donc cet exemple-là, c'est vraiment un bon modèle pour étudier ça. D'autant plus qu'on a, dans le contexte des mammifères placentaires, de nombreux génomes qui sont disponibles pour pouvoir faire de la génomique comparative. Donc c'est l'objet d'un projet qui s'appelle le projet Convergente et qui se propose de mettre en œuvre une approche en fait intégrative pour essayer de comprendre un peu les rôles respectifs de la morphologie, du microbiome et du génome et leur interaction dans ce cas de convergence classique qui est dû à l'adaptation, donc à ce régime si particulier qui est le régime myrmécophage. Donc là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie génomique du projet, et pour laquelle, en fait, on voulait donc séquencer des génomes de ces animaux myrmécophages pour les comparer avec la diversité des autres génomes que vous avez ici, lorsqu'on a commencé le projet. Donc ça, c'était les génomes disponibles à l'époque. Et donc, ce qu'on envisageait de séquencer, c'était ces espèces. Donc, on a commencé en 2016 le projet. Et à cette époque-là, il y avait très peu de ces mammifères qui étaient disponibles sous forme de génome. Alors, l'un des problèmes qu'on a avec ces animaux, c'est que ce sont des animaux extrêmement, pour la plupart, assez rares et surtout assez élusifs, c'est-à-dire qu'on les voit très rarement. Ils sont nocturnes et ils sont très difficiles à approcher. Et donc, avoir des échantillons de qualité pour pouvoir faire des génomes de référence avec ces espèces-là, c'est pas facile. Du coup, on s'est tourné vers une ressource qui est peut-être probablement sous-exploitée en génomique, c'est justement les chiens écrasés. Donc, les animaux écrasés, puisque malheureusement, il y en a énormément. Donc, vous voyez par exemple ici, ça c'est une étude qui est faite sur l'Afrique australe. Donc, vous avez essentiellement l'Afrique du Sud et un peu la Namibie, mais vous voyez que en 20 ans, donc ça c'est une étude qui regroupe les roadkill sur une vingtaine d'années. Et vous voyez que ça trace extrêmement bien le réseau routier de ces régions-là. Et en fait, c'est extrêmement fréquent de rencontrer des animaux sur la route lorsqu'on conduit là-bas. Et pourquoi je vous montre l'Afrique du Sud, parce qu'en fait, il s'avère que parmi les animaux les plus fréquemment écrasés en fait sur les routes sud-africaines, on retrouve donc la fameuse hyène qui mange les termites, le protèle, et également un autre animal qui a un régime assez myrmécophage, puisqu'il mange plus de 70% de fourmis et termites, qui est le renard à oreille de chauve-souris, ou l'otocion, en français, en latin. Et donc ça, on a pu vérifier que c'était vrai, puisque lorsqu'on a été faire du terrain en Afrique du Sud en 2016, alors qu'on n'était pas du tout là pour ça, en fait, puisqu'on était en train d'échantillonner d'autres choses entre deux réserves. Lorsqu'on a conduisait des centaines de kilomètres entre ces deux réserves, en fait, on a trouvé ces deux roadkill assez frais d'otocion et de protèle. Donc, et heureusement qu'à l'époque, je les ai échantillonnés, puisque ce sont à partir de ces deux spécimens qu'on a réussi à faire des génomes de référence que je vais vous présenter ensuite. La même chose, malheureusement, se produit en Guyane. Donc, en Guyane, il y a une seule route, pourtant. C'est la RN1, elle va du Brésil jusqu'au Suriname, ça fait à peu près 400 km. Et donc là, j'ai dû aller en Guyane au moins 6 ou 7 fois, et je n'ai jamais vu un seul tamandua vivant. Donc vous ne pouvez pas faire un projet de recherche en disant, bon, je vais séquencer le génome du tamandua, je vais aller en Guyane, et puis je vais en attraper un, prendre du sang et le faire. Donc ça ne marche juste pas, parce que vous n'en voyez jamais, en fait. Ce sont des animaux nocturnes, extrêmement difficiles à observer, sauf sur les routes. Parce que là aussi, cette espèce-là, en fait, ainsi que le paresseux à 3 doigts, qui sont pourtant des animaux plutôt arboricoles, ils ont à traverser les routes pour passer de savane ou de patch de forêt. La route, puisqu'il y a en fait vraiment qu'une route, et il n'y a qu'un tronçon qui est relativement fréquenté, c'est entre Cayenne et Kourou, et quasiment à chaque fois, vous pouvez trouver donc ces animaux qui sont relativement lents et qui se font écraser très facilement. Voilà. Lent, ça veut dire que les gens pourraient aussi facilement les éviter, mais a priori, ils n'ont pas vraiment envie. Ça les gêne pas vraiment. Et donc, ça, pareil, on a pu vérifier que c'était bien le cas, puisque sur les 2 fois où on y a été, et on n'y allait pas forcément pour ça, on a trouvé ces 2 spécimens. Donc là, vous avez un tamandua extrêmement frais, vers Kourou. Et là, c'était en octobre dernier. Donc là, on descend de
de l'avion, on prend la voiture de location, et 4 km après, à côté de l'aéroport, ben voilà, on trouve un paresseux extrêmement frais qui venait probablement de se faire écraser relativement récemment. Donc on a échantillonné ces animaux-là. Et donc un des problèmes qu'on a eu avec lorsqu'on a été voir les plateformes au début du projet pour faire des génomes de référence, donc en voulant idéalement combiner des long reads et des short reads par exemple, c'est que la qualité de l'ADN qu'on pouvait leur proposer, issu de ces animaux-là, n'était pas souvent pas suffisante pour pouvoir faire des génomes. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de le faire nous-mêmes. Et on a acheté un petit kit de séquençage, de kit du débutant, avec un mignon. Donc ce petit séquenceur de chez Nanopore, qui a la taille d'une clé USB, et qu'on a, sous l'impulsion donc de Marika, Rémi et Amandine, utilisé pour essayer de produire des long reads, malgré tout, avec nos échantillons de Rodkin. Alors là, il y a une petite vidéo, je ne sais pas comment je vais la mettre en route. On peut le faire de là-haut, je clique ici. C'est juste une vidéo pour vous illustrer le séquençage justement de long reads avec Nanopore. Donc là, c'est le mignon avec la fameuse flow-cell dans laquelle on va charger la librairie, qui est en fait tout simplement l'extraction d'ADN de fragments les plus longs possibles, qui ont été adaptés avec des petits adaptateurs, etc., pour pouvoir essayer de les faire passer dans ces fameux nanopores. Donc vous avez 2000 pores sur une membrane, donc ce sont des pores bactériens. Donc là, vous verrez probablement plus en détail dans la présentation d'après. Et donc le principe, c'est de faire passer des molécules d'ADN dans ces pores. Donc vous voyez que le brin, il y a un seul des deux brins qui passe, et donc le passage de ce brin-là va créer un courant électrique, ou en tout cas une dépression d'ions. Donc la polarité va changer dans la membrane, et c'est cet changement de polarité qui est créé par le passage des différentes bases qui vont créer une dépression de polarité vraiment différente chacune, qui va être le signal de base pour pouvoir ensuite. Donc c'est ce signal électrique du passage des molécules dans les pores qui va ensuite devoir être transformé par un algorithme de base calling en séquence d'ADN. Et donc c'est là que se produisent des erreurs justement. Et donc ça, je voulais juste vous montrer ça pour que vous puissiez comprendre le problème qu'il y a à essayer de faire passer là-dedans de l'ADN de forcément pas très bonne qualité. Donc le problème quand on bosse avec des roadkills, c'est que dès que l'animal meurt, en fait, il y a tous ces processus de lise de l'ADN qui se mettent en place post-mortem. Donc on a donc l'ADN, les nucléases se mettent en route, et ensuite l'ADN vont commencer à couper l'ADN en morceaux. Et donc ça crée donc des mutations post-mortem, donc des cassures des brins d'ADN. Donc forcément, quand on veut faire des long reads, il vaut mieux ramasser des animaux relativement frais. Et donc, en travaillant un petit peu sur le protocole, donc Marika et Rémi ont pas mal développé, et donc on s'est aperçu, avec un peu d'expérience, de pas mal de petites choses techniques, dont je vous en montre quelques-unes. La première chose, c'est l'impact fort de la méthode de préservation de l'ADN. Donc, classiquement, on récolte les tissus et on les stocke en éthanol à 95%. Et on pensait que c'était plutôt une bonne solution de stockage à long terme. Et donc, vous voyez ici, pour ce fameux tamandia qu'on a trouvé, on avait récolté les mêmes, pour faire de la transcriptomique, le même tissu en RNA letter et en éthanol. Et en fait, il s'est avéré que l'ADN qu'on pouvait extraire des tissus conservés en RNA letter était de bien meilleure qualité que celui en éthanol. Donc il y a beaucoup moins notamment de dégradation qu'on voit ici sur les tissus en éthanol. Donc, ça, c'est un petit trick technique. Peut-être que ça vaut mieux, même pour faire du long read, garder les échantillons en RNA letter. Deuxième chose, on s'est aperçu aussi que physiquement, enlever les cellules qui étaient notamment des cellules épidermiques, donc en fait, ou qui sont nécrosées, simplement en prenant un scalpel, avant de faire l'extraction, ça a amélioré aussi les choses, notamment dans ce cas-là. Et la dernière chose sur laquelle on peut jouer, et là c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le séquençage de Nanopore, c'est la pureté de l'ADN qu'on va pouvoir mettre au-delà de la qualité de l'ADN, c'est vraiment la pureté de l'ADN, donc du mélange qu'on va donner.
pas boucher les pores et pour avoir un rendement suffisant. Donc là, il y a cette étape de purification. En fait, on peut également jouer sur le ratio de billes magnétiques pour pouvoir sélectionner les fragments les plus longs. Et ça s'avérait extrêmement important pour nous. Et donc au bout d'un moment, donc tout ça c'est un petit protocole qu'on a un peu optimisé pour les roadkill, que vous pouvez retrouver sur protocole.io. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'on avait fait avant d'appliquer ce protocole optimisé, ça marche moins bien. Donc lorsqu'on optimise ce protocole, en fait, on double à peu près la longueur moyenne des reads et puis également le rendement et la qualité de ces reads augmente. Donc, armé de notre petit mignon dans le bureau de Marika, vous voyez, ici, on a séquencé, on a fait plusieurs flow cells, en commençant par ces deux carnivores qui ont l'avantage d'avoir des génomes relativement petits par rapport aux Xéna. Donc là, on est sur des génomes qui sont estimés à plus de 2,5 gigabases. Et donc, vous voyez la quantité de données qu'on a obtenues, donc environ 30 gigas pour chacun des deux individus. Et ce que vous pouvez voir, c'est que on a un N50 de longueur de reads beaucoup plus élevé pour le Protel que pour l'autotion, à peu près 2 fois, donc il marque la conservation. Donc les échantillons de Protel étaient beaucoup mieux conservés que ceux de l'autotion. Donc vous voyez qu'on a à peu près 30 gigabases qui nous fait par échantillon, ce qui fait à peu près une couverture d'un peu plus de 10x en long reads pour ces génomes-là. Donc si on voulait faire des génomes 100% long reads avec cette technologie-là, il nous aurait fallu avoir beaucoup plus de couverture, donc à peu près 5 fois plus, et voilà, vous voyez qu'en termes de flow cell, c'est déjà pas mal, ça nous aurait coûté beaucoup trop cher. Donc l'idée, c'était de partir sur un séquençage hybride avec 10x de long reads mignons, qu'on va essayer de corriger par des reads Illumina, qui eux ont la propriété en fait d'être beaucoup plus courts, mais de comporter moins d'erreurs. Et donc en fait, un des problèmes quand on fait des assemblages, notamment de gros génomes comme ça, où on a beaucoup de séquences répétées ou d'éléments transposables, par exemple, lorsque vous avez des éléments répétés qui font plus que la longueur de vos reads Illumina, en fait, vous cassez tous vos contigs et c'est juste impossible de faire des beaux assemblages de génomes juste avec des short reads. D'où l'intérêt de mélanger ça avec des long reads qui vont vous permettre en fait d'ordonner les petits reads. Donc nous, l'algorithme qu'on a choisi pour faire ça, c'est Mazurka, qui a été proposé en 2017 et qui fait exactement ça. Donc qui se base sur la qualité des reads Illumina pour corriger en fait les long reads nanopores et à l'inverse utiliser les long reads pour pouvoir passer au travers justement des régions répétées et ordonner les reads Illumina. Et donc ça paraît facile sur le papier, mais sauf qu'on travaille avec ces génomes-là sur de grosses quantités de données, et donc on est obligé d'utiliser des supercalculateurs. Donc on a utilisé deux calculateurs, un à BIMS à Roscoff, et ici avec Mesoatellaire. Et malgré ça, on doit attendre quand même relativement longtemps pour pouvoir avoir finalement un assemblage. Donc pour vous donner une idée, là, en moyenne, c'est de 2 à 3 semaines pour avoir juste un assemblage. Malgré le fait qu'on utilise des supercalculateurs. Et lorsqu'on a fini d'avoir, lorsqu'on a obtenu les premiers assemblages, on était extrêmement contents, on a commencé à regarder la qualité, etc. On était assez ravis. En fait, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui commençaient à dire « Oh, attention, Oxford Nanopore a sorti un nouvel algorithme de base calling qui va vous permettre de réinterpréter le signal de base de vos données et il va falloir tout rebase caller parce que ça marche vraiment beaucoup mieux et vous avez beaucoup moins d'erreurs. » Et là, on s'est dit bof. Mais bon, Rémi, qui est très bon en fait, qui est motivé puisque c'est sa thèse, s'est dit on va quand même essayer. Et je lui dis vas-y, essaye sur juste un run. Donc là, c'est sur 1 million de lectures juste de Protel. Et donc ça, c'est le base calling par défaut, puisqu'en fait, il est fait de façon relativement rapide pour pouvoir le faire en live lorsque les séquences sortent directement du million. Et donc, il a le désavantage de faire pas mal d'erreurs. Donc, on estime que sous ce base calling, on a à peu près 12,6% d'erreurs. Et lorsqu'on a réutilisé, donc reparti des données brutes, on reprend le signal brut et on le réinterprète avec le nouvel algorithme Guppy, vous voyez que la qualité moyenne augmente, puis la distribution de la qualité est bien meilleure.
et on tombe à environ 8% d'erreur. Donc ça vaut vraiment le coup là pour de base coller. Donc on a tout rebase collé. Et on a refait les assemblages, on a attendu un peu. L'avantage, c'est que quand vous avez des données de meilleure qualité, l'assemblage prend moins longtemps parce que l'algorithme d'assemblage y arrive beaucoup mieux à trouver ce qui se passe. Donc en gros, par contre, il faut rebase coller les données. Donc en gros, ça reprend à peu près le même temps, de 2 à 3 semaines par génome. Mais ce qu'on voulait aussi vérifier, c'est que ça a donné des meilleurs assemblages. Donc effectivement, c'est le cas, ce qui nous a prouvé qu'on avait bien fait de refaire ça. Donc vous voyez par exemple pour le Protel, on avait 8800 contigs et on est tombé à 5600. Et le N50 quasiment doublé là pour le coup avec les nouveaux assemblages. Donc, et là c'est un peu moins flagrant pour l'autotion, mais ça va toujours dans le même sens. On améliore quand même toujours, ce qui est rassurant, l'assemblage. Donc je crois que juste le message ici, c'est garder vos fichiers phase 5, bien qu'ils soient juste énormes à stocker, ils peuvent resservir. Jusqu'au jour où on aura un algorithme qui permettra d'avoir 0 erreur, et puis on aura juste à rebase coller tout et à faire un bel assemblage unique avec même nos 10x de nanoparsecs devrait suffire. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est fait. Juste pour vous donner quelques idées de l'effet de rajouter des long grids avec les données Illumina. Donc je compare juste l'assemblage Illumina pur avec de nouveau gap closer pour chacune des deux espèces, avec l'assemblage hybride qu'on a obtenu avec Mazurka. Donc juste en termes de contigs, déjà, la différence est drastique. Donc on passe de 400 000 et quelques contigs à moins de 10 000 en gros, aux alentours de 10 000. Et le N50, ça n'a juste rien à voir, c'est quelques dizaines de KB, puisqu'en fait, c'est à peu près la fréquence des éléments transposables ou des éléments répétés dans les génomes de mammifères qui fait qu'on casse les contigs extrêmement rapidement quand on a que de l'Illumina. Alors quand on a des long grids, voilà, on augmente largement ce N50 jusqu'à plus de 1 mégabase là. Voilà, donc où on se situe par rapport à ce qui existe. Donc là j'ai fait des stats sur 503 assemblages qui sont dispo actuellement de tous ces génomes de placentaires. Donc vous avez les différents ordres. Donc vous voyez que les carnivores c'est parmi les génomes de carnivores c'est parmi les meilleurs en termes de nombre de contigs. Donc vous voyez qu'ici avec 5000 ou 11 000 contigs, on est parmi les très bons génomes en fait de carnivores disponibles. Même chose pour le N50. Bon là les N50 sont à peu près dans la moyenne de ce qu'on a pour les carnivores, mais c'est vraiment bon par rapport à ce qui est la moyenne donc notamment avec la publication récente de très bons génomes en fait qui utilisent des technologies IC par exemple pour assembler les chromosomes, des choses comme ça. Donc on est pas mal, et en termes de complétude, donc là ce qu'on regarde c'est la présence ou pas de gènes BUSCO. Donc ces gènes BUSCO c'est des gènes qui sont universellement conservés chez les mammifères. Donc si vous séquencez un génome de mammifère, normalement vous devez trouver ces gènes-là. Donc il y en a un set de 4100, et vous voyez qu'avec les données Illumina, on en a à peu près 40%, beaucoup sont fragmentés dans les deux cas. Alors que lorsqu'on fait l'assemblage hybride, on monte à plus de 93%. Et bien sûr, on baisse les gènes manquants et les gènes fragmentés. Donc, si on se compare là aussi à ce qui existe, donc avec les données Illumina, on est comparable à d'autres génomes de très mauvaise qualité où on manque à peu près la moitié des gènes, en gros. Alors que avec cet assemblage hybride, on obtient des génomes vraiment de très bonne qualité par rapport à la moyenne. Le challenge prochain, c'est l'autre challenge, c'était de passer à l'échelle pour des xénartres, des génomes de xénartres. Donc vous voyez que, donc par exemple le fourmilier géant, donc ces génomes-là, en fait, sont beaucoup plus gros. La taille estimée est entre 3 et 4 gigabases, on ne savait pas trop, parce qu'il n'y avait pas vraiment de très bons génomes de qualité de référence pour ce groupe-là. Mais tous les génomes qui existaient, vous voyez qu'ils étaient d'extrêmement mauvaise qualité. Donc là, on est à plus d'1 million de contigs. Donc on a des génomes où on a plus d'1 million de contigs pour la plupart de ces espèces-là. Et c'est la même chose en termes de N50, c'est quelques dizaines ou centaines de paires de bases. Donc des génomes plutôt mauvais, pourquoi ? Parce qu'ils sont probablement extrêmement répétés, parce qu'ils sont gros et donc ils sont probablement assez riches en éléments transposables notamment. Donc la Guyane, ça nous a permis de tester aussi
le séquençage nanopore sur le terrain. Donc ça, c'était la dernière mission avec Amandine et tout le matériel à la station biologique de Parakou, en plein milieu de la forêt. Et là, il faisait un peu chaud, mais on a réussi à contenir la température en utilisant les moyens du bord, donc avec des briques au frigo, et ça marche très bien. Et on a obtenu des runs de très bonne qualité même. Tout ça. Et donc un des meilleurs runs, par exemple, qu'on a fait, c'est sur un de ces roadkills de Guyane, donc ce fameux tamandua là qu'on a trouvé la nuit en revenant de Kourou, avec un N50 qui est autour de 10 kb et surtout une quantité de données de 10 gigas par flow cell, ce qui est quand même appréciable, puisque comme ça vous n'avez pas à faire 50 flow cells pour atteindre vos 10x de couverture du génome. Donc ça, c'est les résultats pour 3 génomes de fourmiliers qui n'avaient pas forcément été séquencés jusqu'à maintenant. Donc 50 gigas pour avoir à peu près 10 à 15 x de couverture en long reads. Et vous voyez que le N50 des reads est vraiment bon pour tamandua, un peu moins bon pour celui-là. Et là, il n'y est pas, mais la longueur moyenne des reads était un peu moins bonne. Celui-là, c'était celui qui est vraiment de moins bonne qualité. Là aussi, on avait fait les assemblages avant et après. Donc vous voyez que celui-là est encore en train de tourner, mais pour la plupart de ces échantillons, de ces génomes-là, en fait, on augmente à chaque fois la qualité et on diminue le nombre de contigs et on augmente le N50 et puis on arrive à des génomes malgré le fait qu'ils soient de grosse taille, de très bonne qualité. Vous allez le voir juste sur le graphe Busco d'après. Donc, on est à peu près plus de 80% de Busco. Donc, si on se compare avec le meilleur génome actuel, donc ça, c'est un génome qui a été qui fait partie du Vertebrate Genome Project. Donc là, c'est un projet qui se propose de faire des génomes de qualité, mais d'extrêmement bonne qualité. Donc, il combine toutes les technologies possibles pour arriver à des génomes assemblés au chromosome. Donc vous voyez que malgré ça, on n'arrive pas à peine à 90% de Busco. Donc, probablement qu'il y a des gènes Busco qui sont en fait naturellement absents dans ces génomes de Xenartre. Et vous voyez que nous on se situe presque au niveau de ces génomes-là, malgré le fait qu'on n'a pas non plus notamment pas d'approche de type IC pour scaffolder. Là, c'est juste pour vous montrer la différence entre les génomes qu'on a fait nous et les génomes qui étaient disponibles et qui étaient uniquement faits en Illumina, où on a à peu près 50% de gènes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces génomes? Juste rapidement, je vous montre un exemple intéressant qui a été fait c'est l'étude qui a été réalisée par Christopher Emerling, qui était ici en postdoc avec moi sur le projet. Et donc, bien sûr, quand on s'intéresse à l'évolution des mammifères myrmécophages qui mangent que des fourmis, des termites, une des premières choses auxquelles on pense, c'est d'aller voir les enzymes digestives, et notamment donc les chitinases, qui sont des enzymes qui vont permettre de digérer la chitine, qui constitue donc les carapaces des insectes, donc fourmis, termites par exemple, mais également les autres insectes. Et donc, les gènes de chitinase, on en a qu'un dans le génome. On était censé en avoir qu'un, mais quand les gens ont commencé à regarder un petit peu en détail, en fait, il s'avère qu'il y en a 5 paralogues. Et en fait, dans le génome humain, il y en a, donc c'est les gènes KIA. C'est ce paralogue-là, KIA5, qui est fonctionnel. Les autres sont pseudogénisés et il y a même plus de traces du gène KIA1 qu'on ne retrouve plus, parce qu'il a été probablement perdu il y a extrêmement longtemps. Donc en fait, dans le génome humain, il n'y a une seule chitinase qui est active. On ne sait pas trop si elle a un rôle digestif. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle est exprimée dans les poumons, qu'elle est notamment impliquée dans des processus d'allergie. Donc, ça permet probablement de réguler un petit peu tout ce qu'on ingère, comme par exemple acarien ou autre chose comme ça, lorsqu'on inhale. Et donc, quand les gens ont regardé un petit peu plus près dans les génomes de primates, en fait, il s'avère que il y a des pertes. Donc là, cette pseudogénisation qu'on retrouve chez l'humain, on la retrouve aussi chez pas mal de primates, sauf chez le Tarsius, donc le tarsier, qui est extrêmement insectivore, et lui, il a 5 dans son génome, il a les 5 chitinases fonctionnelles. Donc il semble y avoir une relation entre le fait d'avoir un répertoire en chitinase assez fonctionnel, bien fourni, et la consommation d'insectes. Donc c'est ce que Christopher a regardé, en allant voir dans les génomes dispo à l'époque. Il a regardé 107 espèces,
il s'est penché sur les contigs qui contenaient ces gènes-là, et à chaque fois, il a regardé s'il trouvait le gène fonctionnel ou s'il trouvait des traces de pseudogénisation, comme la présence de mutations inactivatrices ou des codons stop prématurés, par exemple. Donc vous voyez, ici, vous avez les résultats de la synthénie, donc vous voyez que ça serait mieux de le faire avec des génomes de meilleure qualité, mais c'est pas mal fragmenté, mais on peut quand même retrouver les gènes malgré le fait qu'ils soient fragmentés. Et donc ce qu'on a fait, c'est une phylogénie de ces différents gènes, et on s'est aperçu qu'en fait, on avait bien ces 5 paralogues, et on les retrouvait chez tous les génomes, sauf que dans pas mal de cas, il y avait beaucoup de pseudogènes dans ces différentes phases. Donc ça suggère en fait que l'ancêtre commun des mammifères placentaires avait 5 chitinases fonctionnelles, ce qui fit bien avec ce qu'on connaît du registre fossile, qui nous dit que ces mammifères ancestraux avaient probablement un régime extrêmement insectivore. Donc, ce qu'on a regardé aussi, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait des mutations inactivatrices qui étaient communes à de nombreuses espèces, en fait, et même à des clades entiers, ce qui suggère que cette pseudogénisation, elle a eu lieu chez les ancêtres communs de ces différentes espèces, donc relativement tôt dans l'histoire des mammifères. Et donc, si on a essayé de regarder un petit peu quand est-ce que c'est apparu, toutes ces pseudogénisations-là. Et donc ici, vous avez la barrière Crétacé-Tertiaire, donc en fait, qui marque l'extinction des dinosaures et donc le début de la radiation des mammifères placentaires. Et donc en fait, très tôt après la disparition des dinosaures, il y a diversification des placentaires dans différentes niches alimentaires, notamment herbivores, carnivores, et donc c'est accompagné d'une pseudogénisation en fait de pas mal de ces copies de chitinase. Et donc, résultat, on se retrouve quand on regarde un petit peu ce qu'on a dans les génomes, on a des génomes où on a 0 chitinase fonctionnelle, et à l'inverse, d'autres où il y en a pas mal. Et ça semble pas mal fitter avec le régime alimentaire. Et donc, si on regarde ça de façon un peu plus formelle, avec une corrélation corrigée par la phylogénie, on a une très bonne corrélation entre le pourcentage d'insectes dans le régime alimentaire et le nombre de chitinases fonctionnelles. On a quelques exceptions, donc si on regarde un petit peu sur les animaux qui nous intéressent, donc on compare là le tamandua, lui il en a 4 fonctionnels, donc c'est le fourmilier. Alors, une exception, c'est le pangolin. Lui, il mange des fourmis et des termites, mais par contre, il n'a qu'une seule chitinase fonctionnelle. Alors, comment il fait? En fait, quand on regarde de plus près dans le génome, donc on a vraiment cette évolution convergente de la myrmécophagie chez ces deux lignées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est exactement l'inverse. La seule chitinase qui est pseudogénisée chez le fourmilier, c'est celle qui est fonctionnelle chez le pangolin. Donc, autrement dit, ces deux espèces qui ont évolué de façon convergente, en fait, sont capables de digérer des fourmis et des termites avec des mécanismes moléculaires qui sont similaires, mais pas exactement les mêmes, puisqu'ils n'utilisent pas le même paralogue de chitinase. Et donc, juste pour finir, on a regardé un peu au niveau de la transcriptomique. Donc, en regardant dans la glande salivaire, donc la particularité de ces deux taxons, c'est qu'ils ont des glandes salivaires qui sont hypertrophiées, qui sont énormes. Donc, elles produisent une quantité phénoménale de salive pour digérer les termites. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien expression de cette KIA5 dans les glandes salivaires, et elle est extrêmement fortement exprimée chez le pangolin. Alors qu'on retrouve on en trouve que 2 sur 4 qui sont exprimés dans les glandes salivaires de fourmis. Voilà, juste pour finir, j'espère que vous êtes convaincus que les chiens écrasés, ça marche bien pour faire des génomes de référence. L'approche hybride marche extrêmement bien en combinant du nanopore et du Lumina, et ça donne une stratégie relativement faible coût pour avoir des génomes de qualité, en tout cas pour ce qu'on veut faire nous. Voilà, juste je finis en remerciant les sponsors, et si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet, vous pouvez aller voir sur le site web dédié. Merci. Désolé, j'étais un peu. Du coup, on va procéder si quelqu'un a une question. Bon. Bonjour. Vous avez pas mal parlé de la qualité des assemblages avec 2 évaluateurs principaux qui sont soit le nombre de contigs, soit Bousco. Donc Bousco a ses biais et ses avantages, vu que c'est des orthologues, c'est
on les a retrouvés dans plusieurs espèces, mais ça veut aussi dire qu'ils sont pas durs à assembler, potentiellement. Donc on a ce premier biais. On a le nombre de quantiques qui est intéressant, effectivement, quand on voit sa diminution. Mais est-ce que vous n'êtes pas sûr que ce type de méthodologie entraîne un surnombre d'hybrides, enfin de bouts et de morceaux qui ne devraient pas être collés ensemble au niveau de vos génomes? Et pour vérifier ça, est-ce que vous avez prévu d'utiliser des données transcripto, protéo, pour voir si on a une qualité réellement correcte ou pas à terme avec ces technos? Non, oui, bien sûr. Donc là, on en est vraiment au tout début. Donc je vous ai montré qu'il y en avait qui étaient encore en train d'être assemblés. Donc on n'a pas du tout regardé très finement qu'est-ce qui se passait dans ces les seules choses que je peux vous dire là-dessus, c'est que quand on essaye de trouver les orthologues simple copie, donc au-delà de Busco, hein, on a la base de données Orthomem dont on a parlé tout à l'heure, où on a les 15 000 orthologues dedans, bah, on en retrouve plus de 95% dans la plupart des assemblages, en tout cas pour les carnivores. On n'a pas encore regardé dans les... Donc ça paraît plutôt pas mal, et quand on regarde les séquences, qu'on fait des arbres phylogénétiques avec, on détecte pas forcément plus d'erreurs que dans la moyenne ambiante des autres génomes, plutôt même peut-être moins. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'on va regarder. Mais je suis d'accord, c'est le nombre de quantiques et le N50, ça dit pas forcément beaucoup de qu'est-ce que c'est qu'un bon assemblage. Oui, bonjour. En fait, c'est juste pour savoir qu'est-ce que vous faites de ces génomes. Est-ce que ils sont disponibles? Est-ce que vous les publiez dans SIBI ou EBI, par exemple? Ah, bien sûr, pas encore, mais là, on va soumettre un papier décrivant justement les deux premiers génomes, donc les deux carnivores, avec une analyse assez... le but du papier, c'est vraiment de montrer que cette technologie, elle marche bien, et avec une approche hybride, même avec des roadkill, on arrive à faire des génomes de relativement bonne qualité. Ouais. Bonjour. Merci pour cette présentation super intéressante. J'étais juste curieux de connaître votre méthode d'extraction. J'ai vu phénolchloroforme. Est-ce que vous avez toujours utilisé ça? À l'ancienne, ouais. Ok, à l'ancienne. On a testé tous les kits possibles, Magatract ou quoi que ce soit, et Marika est retourné dans le Sandbrook 82, qui est la bible de l'extraction. Vous avez testé Circulomix? On a essayé le Circulomix, pas sur nos données, mais dans le labo, on a essayé sur d'autres, et ça marche très bien. Ouais. Pas forcément pour l'extraction, mais pour ouais. Bien sûr, enlever parce que j'étais curieux parce que je gère un programme de recherche où on fait le séquençage de génome complet de 150 espèces endémiques canadiennes. Donc on commence à avoir pas mal d'expérience sur l'assemblage et sur le séquençage. En général, la méthode, l'approche qu'on prend, c'est Circulomix, et puis on fait du ICKix, et puis on fait des runs de Prométhion dessus. Si on a le financement, on fait du IC aussi. Mais voilà, si jamais un jour vous pensez vouloir outsourcer ce type de séquençage d'analyse, n'hésitez pas à me faire signe. Pas de problème. Alors, on a fini presque. Donc mais on a d'autres choses. Okay. Merci. Ah, pardon. Allez-y. C'est très rapide. Je voulais savoir si il y avait des tissus qui étaient mieux à prélever que d'autres sur le... Ouais, alors ça c'est une grande question. On a malheureusement on récupère un peu ce qu'on peut, bien que quand on trouve un roadkill, on essaye d'en faire le plus possible, c'est-à-dire qu'on le dissèque, on essaye de prendre le maximum d'organes. On n'a pas fait de tests vraiment de façon systématique, et puis de toute façon le n égale quelques-uns, donc mais ce qui marche quand même vraiment bien, et ça fait longtemps qu'on fait ça en fait. La plupart du temps, on prend une biopsie d'oreille parce que c'est quand même le plus simple à faire quand on n'a rien d'autre à prendre. Par exemple pour l'autotion, je pensais pas du tout faire ça, faire un génome avec ça, donc j'ai pris juste un petit bout d'oreille, on a fait le génome avec ça. Et en fait, les extrémités en général sèchent vite, et je pense que ça réduit en fait les réactions enzymatiques de dégradation de l'ADN. Donc ça marche par exemple beaucoup mieux que par exemple le foie ou des organes internes, ou dans lesquels qui restent à température quand même enzymatique pendant un moment avant d'exploser. Je pense que là par contre ça marche pas très bien sur les organes internes.